et le renoncement à l'accomplissement de ses missions propres. C'est-à-dire que plus l'État est présent dans un certain nombre de domaines, extension infinie du domaine de l'État, plus il renonce à l'accomplissement de ses missions propres. Je crois qu'il y a un lien entre les deux et j'essayerai de vous le montrer. Alors comment je vais structurer mon propos? Je crois que normalement je vous ai mis un plan ici, ça permettra de... Voilà. Comment je vais structurer mon propos? Je vais d'abord vous montrer comment, dans l'histoire, on a conceptualisé les limites apportées au développement des missions de l'État. C'est-à-dire comment on a pensé à vouloir limiter un État qui, je vous le dis, est porté par un principe d'autocroissance. Et donc, toute l'histoire de l'État, c'est l'histoire des limites, alors limites externes, limites internes, qu'il a fallu ériger pour éviter que l'État soit une forme de monstre sacré, que l'État soit idolâtré et que l'État prétende s'arroger tous les pouvoirs. Ça sera ma première partie. Ensuite, je vous parlerai de ce qui se passe, ce qui se produit lorsque justement on supprime ces limites, ces freins internes ou externes. Qu'est-ce qui se passe quand l'État prend une extension infinie? Alors je vous parlerai de ce que c'est qu'un État autoréférencé et sa prétention, et là on parlera des grands totalitarismes, à vouloir accomplir le bonheur de l'homme. Et je suis obligé de passer par ce raisonnement pour, finalement, dans une troisième partie, vous parler de ce qu'est le périmètre de l'État. Quel doit être le périmètre de l'État? On parlera donc de l'État gendarme, en allant jusqu'à l'État-providence et en passant par ce que j'ai appelé l'État instituteur, et on suivra pour cela un raisonnement, une progression historique. Et bien sûr, tout ça sera agrémenté de citations, c'est-à-dire que je m'appuie sur l'enseignement social de l'Église, mais aussi sur toutes les bases de la philosophie classique, de la manière dont on a pensé l'État et pensé les limites que l'on doit assigner à l'État. Alors donc, d'abord, dans un premier temps, quelles limites ont été apportées dans l'histoire, grand 1, si vous voulez, au développement des missions de l'État? Comme je vous disais, l'État a toujours existé. C'est son périmètre qui a évolué au fil de l'histoire, mais l'existence même de l'État est consubstantielle à l'histoire des hommes. Étymologiquement, vous le savez, l'État, ça vient du latin status, qui est dérivé du verbe stare, ce qui signifie se tenir debout. Et l'État, c'est la manière dont des hommes, la manière de faire tenir debout des hommes sur un territoire donné en exerçant une souveraineté sur une population. Donc ces trois éléments, les juristes le savent, c'est un territoire, une population et l'exercice d'une souveraineté, on reviendra sur le terme de souveraineté, sur une population et un territoire donné. Alors, c'est à partir du prince de Machiavel, début du XVIe siècle, qu'on évoque l'État dans le sens moderne qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'on sépare le domaine de l'État du domaine du souverain, de la personne du souverain, qu'on entre vraiment dans une conception impersonnelle de l'État, conception impersonnelle de l'État, où l'on sépare finalement, dans le cas de la France, le domaine de la couronne et le domaine privé du roi. Vous voyez, la notion, pour ceux qui ont fait du droit, la notion de domaine public apparaît déjà à ce moment-là, sous l'Ancien Régime, au XVIe siècle, et on sépare les biens privés du roi, le domaine privé, et le domaine public. Ça, c'est vraiment la manière dont on conceptualise l'État. Mais l'État en lui-même a toujours existé, et comme souvent, la réalité précède le concept. Alors, avant de parler de ces limites internes ou externes, de ces freins qu'il a fallu poser pour limiter le rôle de l'État, peut-être d'abord penchons-nous sur la manière dont
on a conçu l'État dans la pensée judéo-chrétienne et précisément dans la pensée juive. Donc je vais commencer par la conception de l'État dans la pensée judéo-chrétienne. Chez les Hébreux, la royauté était perçue dans un premier temps comme un joug barbare, le joug des idolâtres, celui des païens. Israël n'a pas besoin d'avoir un roi puisqu'il y a Yahvé. Enfin, je devrais dire YHWH, on ne prononce pas le tétragramme. Israël n'a pas besoin d'avoir un roi puisqu'il est gouverné par Dieu. Chez les Hébreux, la monarchie, c'est une idée païenne qui satisfait les peuples idolâtres et qui les asservit. C'est pourquoi le Seigneur en avait épargné Israël. Israël a, vous le savez, une terre, un peuple, une loi. Et c'est la loi de Moïse qui régit Israël. Les Hébreux n'ont pas besoin de roi, c'est pour les païens. L'idée sous-jacente, c'est que Israël est directement gouverné par Dieu. Seuls les peuples dont les membres ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes ont besoin d'une loi extérieure, d'une contrainte étatique. Si vous avez une loi intérieure qui vous régit, si vous avez la loi de Moïse, si vous avez la Torah, si vous avez une loi qui vous gouverne intérieurement, vous n'avez pas besoin d'une loi extérieure. Vous voyez cette idée qui sera ensuite reprise au XIXe siècle par l'anarchisme, c'est-à-dire qu'on a un ordre sans État. Alors bien sûr, c'est une utopie, mais l'idée qui est derrière est intéressante, c'est de dire plus on a de mœurs, moins on a besoin de lois. Et Israël croyait dans un premier temps qu'ayant une loi intérieure, une loi morale qui régit et structure son agir interne et qui le réfère directement à Dieu, cette loi pouvait se substituer à l'État. Vous voyez, plus on a de mœurs intérieures, plus on a une loi intérieure, moins on a besoin de lois extérieures. Ceci dit, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Dans une classe qui est bien structurée, je dis ça parce que je suis enseignant, dans une classe où vous avez affaire à des adultes qui écoutent, vous n'avez pas besoin d'un surveillant qui punisse les élèves. Par contre, à partir du moment où vous n'avez plus d'éducation, plus de savoir-vivre, plus de loi intérieure, vous êtes obligé de mettre une loi extérieure. Et donc, l'idée qui existe déjà dans la pensée hébraïque, c'est que la souveraineté étatique est corrélée avec la déchéance des hommes. Vous voyez, l'idée que finalement, si les hommes ont un comportement responsable, et les Hébreux diront, si les hommes ne sont pas des pécheurs, si les hommes sont justes, eh bien, ils se gouvernent eux-mêmes. Seuls les pécheurs, seuls les barbares, seuls les idolâtres ont besoin d'un État. Mais la real politique, comme on dirait, reprenant le dessus, les Hébreux, dans un deuxième temps, parce qu'ils sont constamment en guerre contre leurs voisins, les Philistins, ou qui sont occupés par une puissance étrangère, on pense aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Perses, aux Séleucides, aux Romains, etc., aux Grecs, ils souhaitent avoir un roi comme les païens qui puisse mener ses troupes à la tête des armées et combattre les ennemis d'Israël. Alors là, je vous cite le livre des Juges, je dois l'avoir ici. Non. Dans le livre des Juges, ce sont les hommes d'Israël, je vous le cite, chapitre 8, versets 2 à 23, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés des mains de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous, c'est le Seigneur qui dominera sur vous. » Et pareil, dans le livre de Samuel, les Hébreux demandent au prophète Samuel un roi établi pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. Ils sont jaloux, ils veulent un roi, ils veulent un pouvoir. Et ce à quoi Samuel, qui transmet l'ordre au Seigneur, vous savez, le prophète sont des intermédiaires entre le peuple juif et le Seigneur. Et le Seigneur répond à Samuel, mais c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Très intéressant. Réponse du Seigneur, s'ils veulent un roi, c'est pour l'idolâtrer. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent plus de la loi intérieure. Donc pour les Hébreux, quand on veut un État, c'est qu'on veut être comme les païens, c'est qu'on veut être idolâtre.
Mais les Hébreux insistent, il nous faut un roi, nous serons nous aussi comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. Voilà l'idée. Hein. Et alors Samuel leur dit, mais vous êtes fous, vous ne vous rendez pas compte, un roi, tout simplement, il va vous pressurer, il va vous réduire en esclavage, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et le Seigneur, du coup, consent, parce qu'il laisse les hommes libres, à ce que les Hébreux, incapables de se gouverner par eux-mêmes, et préférant idolâtrer un homme plutôt qu'adorer Dieu, aient aussi à leur tête un roi qui les asservisse. Ce fut la royauté d'Israël, hein, avec toute une série de rois, David, Salomon, alors il y a eu des grands rois, mais vous savez que toute cette lignée royale, finalement, ne pourra pas lutter contre l'occupation extérieure et ne pourra pas éviter la déportation, la captivité à Babylone. Cette idée que finalement la souveraineté étatique est corrélée avec la déchéance de l'homme, eh bien on va la retrouver dans la pensée chrétienne. Et c'est là où je voulais vous citer saint Augustin, c'est que c'est justement dans la Cité de Dieu que saint Augustin évoque le pouvoir politique comme une punition due au péché originel, comme une conséquence du péché. En fait, par droit de nature, aucun homme ne dispose d'un pouvoir sur un autre, et c'est le péché qui oblige les hommes à se doter d'un pouvoir politique, hein, pour réfréner leurs pulsions meurtrières. Et du coup, le pouvoir est légitime. Le pouvoir est légitime parce qu'il est la rançon du péché. Vous avez péché, vous n'êtes plus capable de vous gouverner vous-même depuis le péché originel. Vous avez besoin d'un geôlier, d'un gardien, et ben c'est votre rançon, c'est votre croix. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Et le joug de l'État, parce que l'État fera peser sur vous un joug, ben il est légitime, parce qu'en même temps, il vous permet de vous racheter. Et il maintient une certaine forme de paix civile. Voilà cette idée que finalement, le pouvoir est tout à fait légitime, mais en même temps, c'est la légitimité qui correspond à celle de l'homme pécheur. Hein, la légitimité d'un pouvoir qui s'exerce sur des hommes pécheurs. Sur des hommes pécheurs, hein, on n'est plus dans l'illusion qu'on pourra se gouverner nous-mêmes. Il faut admettre la réalité du pouvoir. Et le pouvoir est un bienfait parce que finalement, il permet à l'homme de se racheter en subissant son joug et il maintient une paix civile. Mais on ne saurait y adhérer, et c'est justement la citation que je vous ai mise là, on ne saurait y adhérer pleinement. On n'est pas soumis à une seule puissance qui est l'État, et on doit, et alors là c'est très intéressant, user des biens terrestres et temporels comme un étranger. Hein. Voilà, je vous cite exactement, la famille des hommes, dit saint Augustin, qui ne vivent pas de la foi, recherchent la paix terrestre dans les biens et les avantages de cette vie temporelle. Mais la famille des hommes qui vivent de la foi, donc les chrétiens, attend les biens éternels promis pour la vie future et use comme une étrangère, des biens terrestres et temporels. Voilà. Donc on a besoin d'un État par nécessité, c'est la condition de l'homme pécheur, mais finalement on ne s'accomplit pas totalement dans ce joug parce que le chrétien, dans ce joug, exerce l'État, parce que le chrétien a une autre patrie. Hein. Il est un peu comme étranger, un peu comme un poète qui se dit étranger dans ce monde. Il a une autre patrie, la patrie céleste. Et c'est l'existence de cette patrie céleste, qui est l'Église, qui va imposer la première limite à l'État. Donc, je passe à mon grand 2, mon petit 2, enfin mon petit B, si vous voulez. Le premier frein externe au pouvoir étatique, dans l'histoire, c'est le pouvoir de l'Église. C'est le pouvoir de l'Église. Un frein externe, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un frein qui vient de l'État lui-même, c'est une limite qui, dans l'histoire des hommes, a été placée pour empêcher l'État d'exercer un pouvoir souverain, et cette limite, c'est le pouvoir de l'Église. Alors, inutile de vous rappeler la citation, la phrase du Christ, hein, qu'on cite très souvent, mais qu'on ne comprend pas forcément,
rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, que vous trouvez dans les évangiles synoptiques, hein, Matthieu, Marc et Luc. C'est un principe qui pose, vous le savez, qui fonde la distinction du temporel et du spirituel. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce principe qui fonde la distinction du temporel et du spirituel est une invention libératrice. Sous la Rome antique, l'empereur cumulait le pouvoir civil, la potestas, la magistrature militaire, l'imperium, et l'autorité religieuse, vous savez qu'on l'appelait Pontifex Maximus, hein, et c'est aujourd'hui le titre qu'on donne au pape, au souverain pontife. Mais ce qui veut dire une chose, c'est qu'on a un principe de monisme politique. Qu'est-ce que le monisme politique? Eh bien, c'est que finalement, on a une seule entité, une seule personne, une seule institution qui gouverne la totalité des hommes. Vous avez une seule souveraineté qui régit les sociétés. Voilà ce qu'était la vie des sociétés occidentales, orientales, avant l'apparition du christianisme. Et en quoi le christianisme est une invention libératrice, c'est que pour la première fois dans l'histoire des hommes, eh bien, une institution dit à l'État « tu es souverain, mais dans ton ordre ». Bien sûr, tu es souverain, mais tu es souverain dans ton ordre, et tu n'as pas le droit d'aller au-delà d'une certaine limite. Vous voyez, c'est là, tu es souverain sur le temporel, mais tu n'es pas souverain sur le spirituel. Et la société n'est plus régie par un monisme, n'est plus régie par un seul principe. La société est duale, dualiste, elle est régie par deux principes. Elle est, si vous voulez vous la représenter, elle est assise sur deux piliers, le temporel et le spirituel, que les papes d'ailleurs compareront à partir après saint Thomas d'Aquin aux relations qui doivent exister entre le corps et l'âme. Hein. Le temporel, c'est le corps, le spirituel, c'est l'âme. Dans une personne, vous savez qu'on a une conception très organique de la société, hein, qu'on tient des Grecs, et les relations entre temporel et spirituel doivent être comme les relations qui unissent le corps et l'âme. Et donc le prince est tout à fait, ou le roi comme il est tout à fait légitime pour gérer les affaires civiles, mais le domaine des consciences, le domaine de la vie spirituelle lui est interdit. Et je crois qu'on ne mesure pas assez le poids de cette libération dans l'histoire. Parce que désormais, en face de César, se dresse une institution qui bornera son champ d'action. En termes modernes, on pourrait dire que c'est l'Église qui a inventé l'interdiction du cumul des mandats. Elle a dit à César, « tu es légitime, mais tu n'as pas le droit d'avoir les deux pouvoirs. Tu dois faire en sorte que ton pouvoir ne s'exerce que sur le temporel et pas sur le spirituel. » Donc c'est la fin, c'est ce qu'on appelle la fin de la pétrification du pouvoir. Le christianisme a rompu la concentration originelle du pouvoir entre les mains de l'autorité civile. Désormais, le pouvoir est comme éclaté en deux entités qui sont chacune souveraines, mais souveraines dans leur ordre. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui fait toute l'originalité de l'Europe, et précisément de l'Europe occidentale, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres cultures. Bon, bien sûr, dans des cultures théocratiques, elles sont encore monistes, hein, régies par un principe de monisme politique, mais même en Orient, très tardivement, vous avez ce qu'on appelle le principe du césaropapisme. C'est-à-dire, par exemple, à Byzance, Constantinople, eh bien, vous avez un empereur, mais qui exerce aussi une forme de domination sur les affaires religieuses comme il l'exerce sur les affaires civiles. Eh bien, en Occident, le pouvoir de l'Église, et singulièrement le pouvoir du pape, obligera les nations à revoir leurs prétentions étatiques à la baisse. Hein. Et ça, je crois que c'est vraiment un trait caractéristique de l'histoire de l'Europe occidentale. Vous voyez, on est comme étonné quand on a un prisme occidental que l'Église, le patriarcat russe, soit inféodé au pouvoir russe. Mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est le principe des églises nationales et c'est ce que voulait faire Napoléon avec la France, c'est-à-dire faire venir le pape et faire venir le pape en France et en faire une forme de patriarche et avoir finalement une branche religieuse qui serve de caution à son pouvoir politique. Mais
le pouvoir religieux de l'Église catholique n'est pas de cette nature. C'est aussi ce qui explique, sur un autre plan, que par exemple la Chine persécute l'Église catholique. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange la Chine? C'est bien sûr les évêques de l'église clandestine ou de l'église officielle. De toute façon, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a pas une séparation très, très rigide entre les deux. Mais ces évêques dérangent le pouvoir nationaliste chinois, parce que c'est un pouvoir certes communiste, mais qui a gardé du communisme son nationalisme, qui est assis sur un capitalisme avec un parti unique. Et bien, qu'est-ce qui dérange ce parti communiste chinois? C'est que les évêques dépendent d'une puissance qui soit extérieure, en l'occurrence la puissance du pape. Mais ça, c'est un problème très très vieux, d'accepter que de ne pas être totalement souverain, de ne pas être dans un ordre totalement moniste, mais d'être dans un ordre dual et qui est une influence extérieure. Eh bien, voilà quelle est, à mon avis, la très grande richesse, la grande conquête de la chrétienté, c'est-à-dire l'érection d'un frein externe au pouvoir étatique, d'une puissance duale, d'une puissance qui finalement interdit le retour à tout monisme politique. C'est toute l'expérience de la chrétienté. Alors, évidemment, quand on a deux principes, finalement, une société régie par deux principes, elle est plus fragile. Vous avez un principe spirituel et un principe temporel. Vous pouvez être sûr que ces deux principes vont de temps en temps, ou voire très souvent, entrer en conflit. Et c'est pour ça que toute l'histoire de la chrétienté, ça sera l'histoire des relations, parfois chaotiques, parfois bonnes, très souvent conflictuelles. Mais le conflit, finalement, est relativement sain. Ça veut dire que finalement, on reste sur ce dualisme. Et finalement, c'est une tension qui est riche, parce que le temporel essaye, tout en étant légitime dans son principe, essaye de ne pas prendre toute la place, et le spirituel essaye aussi de ne pas prendre toute la place. Le problème, c'est quand le temporel étouffe le spirituel, c'est tout le problème de la modernité, ou l'inverse, quand le spirituel étouffe le temporel, jusqu'à en supprimer toute légitimité. C'est tout le travers de la théocratie. Vous voyez, donc c'est un équilibre, et forcément les équilibres, c'est plus compliqué, c'est plus fragile, ce qui est beau est plus fragile, et donc c'est plus compliqué à maintenir qu'un principe monisme, qu'un totalitarisme. Voilà. Et donc maintenant vous comprenez à ce stade que par exemple un catholique ne saurait admettre le principe de la souveraineté nationale, par exemple. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dispose que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors quand on lit ça, on se dit « oh bah oui, c'est vrai, le principe de souveraineté réside dans la nation. D'ailleurs, on aimerait être plus souverain. » C'est tout à fait compréhensible. On voit que la souveraineté, quelquefois, nous échappe, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on se dit, bah oui, le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Mais quand on dit ça, faut se remettre aussi dans le contexte. Quand les révolutionnaires disent ça, quand les révolutionnaires font écrire que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, c'est finalement parce qu'ils ont renversé une autre souveraineté absolue qui était celle du roi et qu'ils l'ont remplacée par cette souveraineté absolue qu'ils voient dans la nation. Mais en fait, ils idolâtrent la nation, comme on pouvait idolâtrer le roi. Vous voyez, on ne peut confier à un individu, qu'il soit roi ou qu'il émane de la nation ou qu'il soit le corps social lui-même, on le peut confier la totalité de la souveraineté, parce que la souveraineté, dans une conception chrétienne, eh bien la souveraineté, c'est une délégation. La souveraineté est en Dieu, et elle est déléguée, donc vous n'êtes jamais totalement souverain. Vous n'êtes pas souverain sur vous-même, parce que, en fait, pour un catholique, le souverain, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le mot souverain, vous voyez, a
un lien étymologique avec le supérieur, celui qui n'admet pas de supérieur. Vous voyez, le roi de France, il va dire « je suis souverain, parce que je ne veux pas avoir de supérieur au temporel ». Il va rajouter au temporel. Mais en fait, on ne peut pas admettre, quand on est chrétien, le principe de souveraineté parce que, en fait, on est délégataire. Seul Dieu est souverain. On est délégataire du pouvoir. Seul Dieu est souverain, omni potestas ad Deo. C'est l'occasion de lever, vous savez, un grand malentendu qui a été celui qui a miné les débats entre l'Église et l'État au XIXe siècle, parce que cette souveraineté qui est en Dieu n'empêche pas une légitime autonomie du temporel, n'empêche pas que la nation puisse elle-même choisir ses propres gouvernants. Vous voyez, le fait de dire que Dieu est souverain sur la création, Dieu est souverain sur les hommes, ça ne veut pas dire que dans leur ordre, les hommes ne sont pas légitimes pour choisir leurs gouvernants, organiser la vie sociale et politique, etc. Vous voyez, il y a un ordre qui est celui de la liberté politique. Dans cet ordre, le politique est souverain, mais dans cet ordre. Voilà. Et tout le problème, c'est que souvent, au XIXe siècle, l'Église a pu faire croire qu'elle condamnait toute forme de souveraineté. En fait, elle condamnait toute forme de souveraineté si cette souveraineté consistait à justement ne mettre aucune borne, aucune limite à l'action de l'État, aucun périmètre. Et ce qu'elle a condamné, ce n'est pas le principe de souveraineté, c'est le fait de ne pas concevoir la souveraineté comme une délégation de Dieu, ou si on ne croit pas en Dieu, au moins de la nature qui impose des règles qui préexistent à l'État, des règles qui s'imposent à l'État, des règles, et on va en reparler, qui fondent l'action de l'État. Et du coup, j'en viens tout de suite à ma troisième sous-partie, c'est-à-dire ces freins, cette fois-ci internes. Cette frein interne, je vous ai parlé donc de la conception de l'État selon le judéo-christianisme. Ensuite, je vous ai parlé de ces freins externes, de ce frein externe dans l'histoire de l'Occident qu'est l'Église, et maintenant le frein interne. Le frein interne, alors je passe un peu vite parce que je vois aussi que le temps... Voilà. Le frein interne au pouvoir étatique, la responsabilité des actes du souverain devant Dieu et devant les hommes. Il ne suffit pas d'avoir une institution extérieure telle que l'Église pour borner le pouvoir des hommes. Il faut aussi insuffler au souverain, à l'État, sa propre autolimitation. Et ça, je crois que c'est le génie de la pensée chrétienne de l'avoir compris. Donc il ne suffit pas de limiter de manière extérieure à l'État, de dire à l'État « tu es souverain, mais dans ton périmètre ». Il faut aussi lui dire qu'à l'intérieur même de son périmètre, il doit s'auto-limiter, que tout n'est pas permis. Alors, comment on a instauré un frein interne, cette fois-ci, au pouvoir étatique ? Eh bien, en insistant sur la responsabilité des actes devant Dieu et devant les hommes. Ça passe d'abord par l'éducation. Vous savez que pourquoi on attachait énormément d'importance sous l'Ancien Régime à l'éducation du souverain ? Parce qu'on sait finalement que c'était la meilleure limite à l'arbitraire. Vous pouvez mettre des contre-pouvoirs partout, mais finalement, quel est le meilleur contre-pouvoir si ce n'est que d'éduquer le souverain à la mesure, que d'éduquer le souverain à l'autolimitation, l'empêcher d'être dans l'hubris, de respecter un certain nombre de principes en lui disant, comme disait Bossuet à Louis XIV, un jour, Sa Majesté rendra des comptes devant Dieu. Et devant Dieu, on n'est plus roi de France, roi très chrétien, on n'est plus Sa Majesté très catholique si on est roi d'Espagne, on est pécheur, homme pécheur, voilà. Et donc, l'éducation du souverain, alors c'est vrai que c'est un argument qui plaide pour
la désignation du souverain très tôt. Hein. Ça fait partie des arguments qui plaident plutôt pour la monarchie parce que le fait d'avoir un souverain que vous pouvez éduquer dès le plus jeune âge, eh bien, vous lui apprenez l'autolimitation. Mais on peut apprendre l'autolimitation à des hommes qui briguent le suffrage, enfin c'est pas du tout exclusif du suffrage démocratique. La deuxième chose aussi, c'est de l'éduquer à, cette fois-ci, faire en sorte que dans l'exercice de son pouvoir, il se réfère, il se conforme, hein, il conforme ses actes au droit naturel et divin. Alors ça, c'est souvent mal compris. Quand on voit, et là aussi, source d'incompréhension qui a pu, je crois, au XIXe siècle. Je vous parle de ce XIXe siècle parce que c'est un siècle de tension où je pense que de part et d'autre, il y a pu avoir une incompréhension. C'est le problème aussi des idéologies, de raisonner par schéma sans expliquer les choses. Quand on dit que le souverain doit conformer ses actes au droit naturel et divin, on a l'impression qu'on va avoir une forme de charia catholique, hein, un corpus doctrinal qui va s'abattre sur la société et que finalement le pouvoir ne pourra plus s'exercer librement. En fait, c'est une vision biaisée et très souvent mal comprise de ce qu'est le droit naturel et divin. D'ailleurs, c'est très intéressant, le pape Benoît XVI en a été extrêmement conscient, hein, parce qu'il voulait montrer que la conformation au droit naturel et divin n'a rien à voir avec l'imposition d'une norme extérieure, comme peut l'être par exemple la charia, puisqu'on prenait cet exemple-là. Et il disait, il était dans son discours au Bundestag en septembre 2012, contrairement, c'est ce que je vous ai mis là sur l'écran, contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, intéressant, ni un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Il a renvoyé à l'harmonie entre raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d'être toutes les deux fondées dans la raison créatrice de Dieu. Voilà ce qu'est le droit divin. Hein. Droit naturel, on renvoie à la nature et à la raison créatrice de Dieu, au droit divin. Mais vous voyez, pourquoi a-t-il pris le soin de dire « contrairement aux autres grandes religions » Bon, il vise principalement l'islam, sans le dire, mais contrairement aux autres grandes religions. C'est qu'en fait, le droit naturel et divin, ce n'est pas du tout une charia catholique. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a aucune règle catholique. Le catholicisme ne fait que reprendre des règles qui sont inscrites au cœur de l'homme. Hein. Il n'y a pas de morale chrétienne, il n'y a pas de morale catholique, il y a la morale. La morale. Et finalement, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'Église catholique est peut-être la seule à défendre ce qui est naturel, tout simplement. On a vu aujourd'hui, dans les 20 dernières années, on a vu l'Église être présente sur un certain nombre de combats politiques, mais ces combats politiques, ce n'étaient pas des combats pour les catholiques. L'Église catholique ne défend pas les catholiques, elle défend l'homme, elle défend les lois de la nature. Donc vous voyez, l'altérité, le respect de l'altérité de l'homme et de la femme dans le couple, le respect de la vie, du commencement à sa mort naturelle, tous ces principes, en fait, ce ne sont pas des principes catholiques. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour y adhérer. Donc il n'y a pas de morale catholique, il n'y a pas de droit catholique. Le droit naturel et divin, c'est un droit qui est universel, qui est accessible à tous. Et donc, la conséquence, c'est qu'il n'impose pas de discrimination. Il n'impose pas, ce ne sont pas des principes qui s'imposent et qui sont des contraintes pour des personnes qui ne sont pas catholiques. Or,
en revanche, c'est le cas de la charia. La charia, c'est un droit civil, ce n'est pas une théologie, c'est un droit civil qui codifie tous les actes de la vie civile, la manière dont vous vous habillez, dont vous héritez, la manière dont ce que vous mangez, etc. etc. Et ce droit, c'est un droit qui est un droit musulman, mais que les musulmans veulent appliquer à l'ensemble de la société. Vous voyez, c'est complètement différent. Dans le droit naturel et divin, le droit naturel et divin s'ancre dans la conscience et dans l'idée que finalement, ce qui est prôné par l'Église est accessible à tous les hommes, puisqu'il correspond au bien de l'homme lui-même. Pour en revenir là-dessus, mais je crois que c'était important de comprendre que ce frein interne au pouvoir que constitue le droit naturel et divin n'est aucunement un obstacle à la liberté. Enfin, pour terminer cette partie, il faudrait dire que, effectivement, quand le droit naturel et divin a été supprimé comme référentiel de l'ordre social et politique au moment de la Révolution française, s'agissant de la France, eh bien, on l'a remplacé par une autre manière, d'autres freins internes. Alors, on en a parlé, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Plus généralement, l'état de droit, c'est-à-dire un corpus de règles qui finalement forment des contraintes qui empêchent l'État de régner de manière arbitraire. Et plus on a connu des grands totalitarismes au XXe siècle, plus on a voulu, par ce qu'on appelle l'état de droit, enserrer l'action de l'État dans un certain nombre de normes pour que l'État ne puisse plus faire tout et le contraire de tout. Vous savez, c'est la grande réflexion après la Deuxième Guerre mondiale sur l'existence des cours constitutionnels. Hitler étant arrivé au pouvoir par un biais démocratique, on s'est dit, mais finalement, le suffrage universel, on croyait que ça allait être génial, mais le suffrage universel peut donner Hitler. Donc, il faut que, même si le souverain arrive au pouvoir par les urnes, eh bien, il faut qu'on enserre son action, qu'on l'empêche de violer un certain nombre de principes, de liberté, de droits, etc., etc. On comprend cette idée, elle est tout à fait juste, mais le problème et la grande différence entre l'état de droit tel qu'on le connaît et le droit naturel et divin, c'est que l'état de droit, eh bien, en fait, il dépend des hommes. Il dépend des hommes. Donc finalement, et on sait très bien, et on le voit aujourd'hui avec le fonctionnement des cours constitutionnels, que finalement, on peut faire dire ce qu'on veut à une cour constitutionnelle. On n'a pas, si vous voulez, avec l'état de droit tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul et d'extériorité que celle du droit naturel et divin qui est régi par un principe de transcendance. Et donc c'est pour ça que finalement, quand on essaye de copier avec l'état de droit ce qu'était le droit naturel et divin, finalement on ne limite pas de manière, on peut limiter, mais on ne limite pas forcément de manière satisfaisante le pouvoir de l'État, on l'émiette et du coup on transfère le pouvoir de l'État, de l'exécutif, vers les cours constitutionnelles. Et c'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Après, qu'est-ce qu'on a aussi inventé pour limiter le pouvoir de l'intérieur ? Eh bien, c'est le démembrement du pouvoir. Démembrement du pouvoir, vous savez que c'est la grande idée de Montesquieu au XVIIIe siècle, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, dans l'esprit des lois, il dit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Alors, quand il dit ça, lui, il a en tête la monarchie absolue, et il dit il faut que l'exécutif, parce que c'est cela qu'il a en tête, l'exécutif soit arrêté par le législatif, puis par le judiciaire. Et comme ça, les contre-pouvoirs vont finalement s'auto-réguler, et on va empêcher l'État d'être omniprésent. Voilà son idée. Alors, bien sûr, c'est intéressant l'idée de séparation du pouvoir, mais elle a des limites aussi. C'est-à-dire qu'en démembrant l'État, vous pouvez certes empêcher
limiter l'arbitraire, mais vous pouvez aussi neutraliser toute action de l'État. C'est comme dans l'État de droit, c'est-à-dire que l'idée qui prévaut à l'origine, c'est de dire, eh bien, on va limiter le risque d'arbitraire, mais en fait, on arrive à une neutralisation de l'État, une paralysie de l'État, et puis finalement, on arrive à avoir l'État partout, parce que finalement, vous avez l'État dans l'exécutif, l'État dans le législatif, l'État dans le judiciaire, vous avez le gouvernement des juges, et finalement, vous avez les inconvénients de la paralysie, et vous n'avez pas les avantages de la lutte contre l'arbitraire, parce que le gouvernement des juges, les juges, c'est aussi l'État. Vous voyez? Et alors, je vous dis, soit en le démembrant, et puis la dernière manière de lutter contre les abus de pouvoir, c'est de le fragmenter, de le démembrer et de le fragmenter. Eh bien, ça, c'est tout le rôle de la décentralisation. Donc, on limite le pouvoir de l'État au profit d'une autre institution de nature étatique. Ce n'est pas l'État, c'est les collectivités locales, ou alors les établissements publics, mais en fait, ils utilisent des moyens de contrainte publique et ils sont des formes de fragmentation de la souveraineté au sein de plusieurs entités. Et ce démembrement ou cette fragmentation de l'État finalement contribue à paralyser son action et en même temps fait que l'État est présent partout. Voyez, c'est ce qu'on voit avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration, là, le 25 janvier dernier. Eh bien, on a un État qui est présent partout et en même temps qui ne peut pas, en tout cas dans la personne des représentants du peuple, que sont les députés, qui ne peut pas aller jusqu'au bout de ces décisions. Donc ça pose des vrais problèmes en termes de souveraineté. Et cette fois-ci, on a raison d'estimer que, eh bien, à un moment, la voix des représentants du peuple n'est plus prise en compte et que le peuple n'est plus vraiment souverain. On y reviendra à la fin. Et donc voilà, dans cette première partie qui était longue, hein, mais que sur laquelle j'ai vraiment voulu insister, j'ai essayé de vous montrer comment on avait essayé de concevoir des limites externes et internes à l'action de l'État. Ensuite, maintenant, dans mon grand 2, je vais vous montrer comment ces limites, une fois repoussées, eh bien, on conduit l'État à une extension infinie, l'extension infinie du domaine de l'État, et qu'en même temps, cette extension infinie du domaine de l'État conduit à ce qu'il renonce à ses missions propres. Et c'est donc à l'issue de ce raisonnement, qui sera bien plus bref, qu'on répondra à cette question, mais quel doit être le périmètre de l'État? Donc d'abord, l'État autoréférencé. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par un État autoréférencé? Eh bien, en fait, quand on est face à un État, donc c'est-à-dire, maintenant, je répète la définition, l'État, c'est une institution qui exerce une souveraineté, donc un pouvoir souverain, qui n'a pas de supérieur, sur une population, un territoire donné. Quand on est un État, la première question à se poser, c'est quelle est l'idéologie, quel est le système de valeurs qui inspire l'action de l'État. Et deuxième question, est-ce que les principes implicites ou explicites qui fondent l'action de l'État sont-ils extérieurs à l'État? Est-ce qu'ils viennent d'une autre institution à laquelle ils se réfèrent? Ou une autre philosophie? Ou alors est-ce que c'est l'État qui les crée lui-même? C'est totalement différent. Est-ce que l'État crée les principes qui justifient son action? Ou alors est-ce que ces principes, implicites ou explicites, peu importe, il les emprunte à une autre école philosophique, morale, spirituelle, etc. Et alors là, je vous ai mis cet article qui est très instructif, l'article 2244 du catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est très éclairant. Donc c'est assez contemporain, c'est la publication, je crois que c'est 89-90, enfin, époque contemporaine. Toute institution s'inspire même implicitement d'une vision de l'homme et de sa destinée, d'où elle tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa ligne de conduite.
Alors, bon, jusque-là, oui, effectivement, quand vous prenez les décisions que vous prenez sur l'homme, eh bien, s'inspirent d'une vision de l'homme. Effectivement, si vous êtes inspiré par une vision matérialiste de l'homme, vous ne prendrez pas forcément les mêmes décisions que si vous êtes animé par une vision spiritualiste de l'homme. Bon, jusque-là, c'est assez évident. La plupart des sociétés ont référé leurs institutions à une certaine prééminence de l'homme sur les choses. Bon. Seule la religion divinement révélée a clairement reconnu en Dieu, créateur et rédempteur, l'origine et la destinée de l'homme. Et c'est là que c'est intéressant. L'Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et leurs décisions à cette inspiration de la vérité, avec un grand V, sur Dieu et sur l'homme. Et ensuite, il est dit que les sociétés, alors là je ne sais pas, donc vous n'avez peut-être pas la suite, mais les sociétés qui ignorent cette inspiration ou qui la refusent au nom de leur indépendance par rapport à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes, cette fois-ci, ou à emprunter à une idéologie leur référence et leur fin. Et n'admettant pas qu'on défende un critère objectif du bien, du mal, se donne sur l'homme et sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. Alors là, en fait, vous savez que le catéchisme de l'Église catholique, c'est souvent un copier-coller ordonné. Enfin, quand je dis copier-coller, ça n'a rien de péjoratif, mais ceux qui ont conçu le catéchisme ont repris tous des textes qui émanent des grandes encycliques. Et là, en l'occurrence, c'est l'encyclique Centesimus Annus pour le centenaire de Rerum Novarum, qui est de 1991. Donc le catéchisme est juste postérieur à cette encyclique. Et donc c'est un texte de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, en matière de totalitarisme, il sait de quoi il parle. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Les sociétés qui ignorent une inspiration chrétienne de l'homme et de la société, eh bien, sont amenées, qu'elles le veuillent ou non, la nature ayant horreur du vide, à chercher en elles-mêmes leur idéologie, vous voyez, leur référence, et donc elles se donnent un pouvoir totalitaire, le mot est quand même employé, alors qu'on est en 1991. Il pourrait dire, non, mais le totalitarisme, c'est que l'URSS. 91, on vient de sortir de l'époque de l'Union soviétique. Eh bien, non, il y a un pouvoir totalitaire quand, finalement, l'État, au lieu de se référer à une inspiration chrétienne de sa politique, par une vision chrétienne de l'homme et de la société, eh bien, crée en lui son propre référentiel, ses propres principes. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est quand même aujourd'hui, on est complètement en dehors de tout ça, et puis c'est un objectif de s'inspirer d'une vision chrétienne de l'homme et de la société, c'est un objectif qui est tout à fait hors de portée. Bien en fait, je ne crois pas, parce que en fait, il ne s'agit pas vraiment, vous voyez, il le dit de manière explicite ou implicite. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que implicitement ou explicitement, selon les cas, selon la société, le degré de culture religieuse de la société, il faudrait que l'État, dans son action, se fonde sur, on pourrait le dire, une anthropologie, une vision de l'homme qui ne le conduise pas à avoir un pouvoir totalitaire sur la société. Donc ce n'est pas à lui de créer sa vision de l'homme et de la société. L'État ne crée pas la société. L'État ne peut pas, comme c'est le cas, vous savez, dans les grands totalitarismes du XXe siècle, les États voulaient édifier un homme nouveau. Hein. Eh bien non, l'État doit reconnaître ce que le cardinal Ratzinger appelait les fondements moraux et pré-politiques d'un État. Hein, lors d'un débat qui était organisé entre le philosophe Jürgen Habermas et le cardinal Ratzinger, débat organisé par l'Académie catholique de Bavière en janvier 2004, et qui a été édité, alors je vous recommande vraiment cet ouvrage, sous le titre « Raison et religion, la dialectique de la sécularisation », un petit ouvrage édité par Salvatore, très très bien fait. Vous avez effectivement le débat tourne autour des fondements moraux et pré-politiques d'un État libéral. Et ce que dit le cardinal Ratzinger à ce moment-là, il dit, mais les règles qui régissent la vie d'une société démocratique et libérale,
ces règles ne peuvent pas être que procédurales, ne peuvent pas reposer uniquement sur le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, l'état de droit, toutes choses qui en soi peuvent être tout à fait légitimes. Mais elles sont légitimes à partir du moment où elles ne cachent pas une idéologie, où elles restent uniquement ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire des normes procédurales. Et cela veut dire que l'État, dans son action, doit se fonder sur, justement, des fondements moraux et prépolitiques, et ces fondements moraux et prépolitiques, ce n'est pas à lui de les inventer. Ce n'est pas à lui de les inventer. C'est le propre du totalitarisme que de sortir de sa sphère. Oui, sortir de sa sphère. L'État est tout à fait compétent pour organiser les institutions. L'État n'est pas compétent pour dire qui est l'homme. Voilà. C'est tout simple. C'est pour ça que quand l'État veut décider qui est du couple, en disant le couple, en fait, c'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Déjà, l'État, en fait, ça devrait être un problème de compétence. Il devrait avoir une cour constitutionnelle qui, si elle exerçait vraiment son rôle, dirait non, non, là, État, tu sors de ton rôle. Hein, tu n'es pas là pour définir la famille. C'est une réalité qui te préexiste. Tu peux pas définir la personne. C'est une réalité qui te préexiste. Toi, tu organises des institutions, d'accord, tu vas dire il y a un législatif, un exécutif, tu vas organiser tout ça, les relations entre les... Mais tu n'es pas compétent. Vous voyez, c'est un problème de compétence. Tu n'es pas compétent pour dire qui est l'homme, pour dire qui est la famille. Voilà. Ça, je crois qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. Alors, ça remet même en cause la possibilité d'un État neutre sur le plan philosophique. Ça, je crois que c'est important de le comprendre. Vous avez, en 1883, donc à la fin du XIXe siècle, on est vraiment dans la guerre scolaire, et puis à ce moment-là, Jules Ferry, qui était ministre de l'Instruction publique, avait fait voter déjà la neutralité de l'enseignement scolaire en 1882, et il y a un débat qui est très vif sur le sujet l'année suivante au Sénat. Et à ce moment-là, le même Jules Ferry dit « Nous avons, alors écoutez bien, c'est intéressant, nous avons promis la neutralité religieuse, en l'occurrence dans l'enseignement scolaire. Nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. Nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » Il avait le mérite de la clarté. Le fait même de dire que la religion n'a pas sa place dans la sphère sociale et politique, le fait même de dire que finalement il ne faut plus que la religion soit souveraine dans son ordre, mais que seule la nation est souveraine, eh bien cette forme de neutralité religieuse, c'est en soi un parti pris philosophique, c'est en soi une option philosophique, une option politique, une manière de voir les choses, un principe d'organisation de la société, une vision de l'homme selon laquelle toute la religion est du domaine de la vie privée, une vision de l'homme, une vision de la société. Vous voyez, donc l'idée que je voudrais vraiment mettre en lumière, c'est que vous ne pouvez pas avoir un état neutre sur le plan philosophique. L'idée selon laquelle on pourrait avoir un état uniquement procédural, construit autour du droit et du marché, eh bien, c'est une utopie, comme l'est l'anarchisme. Je reviendrai peut-être là-dessus à la fin, parce que c'est assez important. Et donc, on en tire comme conséquence qu'il faut admettre un principe très important, c'est-à-dire l'antériorité de la société sur l'État. L'État doit, et c'est ce que malheureusement n'admet pas l'État autoréférencé, parce qu'il crée lui-même son propre système de valeurs, l'État doit admettre l'antériorité de la société, l'antériorité de toutes les institutions sociales qui préexistent à l'État, la famille, la personne humaine, la famille et les corps intermédiaires. Et avec la doctrine contractualiste, la doctrine du contrat social au XVIIe siècle, avec un certain Thomas Hobbes, alors tous ceux qui ont fait des études de philosophie politique savent combien Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, est un auteur qui est vraiment un auteur charnière dans l'évolution des mentalités, eh bien, Thomas Hobbes considère que
l'État et la société sont tout un, que c'est l'État qui fait la société. Plus précisément, l'idée qui sous-tend sa doctrine, c'est qu'au départ, les hommes vivent isolément les uns des autres, ils n'ont pas besoin de leurs semblables pour être pleinement hommes. C'est une conception individualiste selon laquelle les hommes sont atomisés. Hein. Ils ont une plénitude en eux qui font que finalement, c'est que sous l'empire d'une nécessité extérieure, la guerre de tous contre tous, qu'ils vont former. En fait, l'État, il est juste là pour permettre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire tant qu'il ne porte pas préjudice, qu'il ne nuit pas à son voisin. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tant que finalement vous ne portez pas préjudice à autrui. Mais, en fait, c'est impossible. Parce que, première question, qu'est-ce que nuire? Et puis, qui est autrui? Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que je sois une femme musulmane et j'estime que je porte aucun préjudice à autrui si je sors dans la rue voilée de la tête aux pieds. Mais je ne vous oblige pas à le faire. Simplement, je veux le faire moi. Mais je n'oblige personne. Hein. Et je suis libre. Donc, en quoi, en fait, c'est un problème? Ou alors, prenons le sens inverse. Je suis une femme et j'estime que j'ai le droit, ou bon, un homme, hein, peu importe, hein, mais parce que c'est pour prendre le parallèle avec le voile, j'estime que j'ai le droit de sortir tout nu. Voilà. Mais je ne vous oblige pas de le faire, mais vous êtes libre. Je ne porte pas préjudice, je ne cherche pas à vous nuire, vous faites faire ce que vous voulez. Mais moi, j'estime que j'ai envie de le faire. Vous voyez, l'impasse, qu'est-ce que nuire déjà? Et puis, de bonne foi, vous pouvez trouver des gens qui disent « mais je ne vois pas en quoi cela vous nuit ». Et alors, vous direz « oui, mais quand même, c'est une mauvaise image de la femme, soit d'être trop habillée, soit d'être pas assez habillée, ou pour l'homme, avec la baya, ou d'un côté, ou tout nu de l'autre. » Enfin, voilà. Je prends exprès cet exemple-là pour vous montrer que finalement, il faut un fond culturel commun pour s'entendre sur ce qu'est autrui, et sur ce qui peut lui nuire. Hein. D'abord, qui est autrui? Vous savez, là, le grand argument des personnes qui veulent avorter, c'est de dire, en fait, on ne vous oblige pas à le faire. Enfin, pourquoi être contre l'avortement? Mais en fait, pour vous, bien sûr, c'est tout à fait légitime, mais ne nous l'imposez pas. Hein, vous voyez, ça, c'est l'argument libéral classique, qui consiste à dire, eh bien, en fait, chacun fait comme il veut. Bon, eh bien, en fait, vous voyez que ce libéralisme absolu est impossible parce que faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui, il faut s'entendre, il faut un fond culturel commun pour savoir qui est autrui. Hein, l'embryon, est-ce que c'est autrui? Oui, non. Donc il faut bien un fond culturel commun. Il faut, dans un langage, une anthropologie commune. Et puis, qu'est-ce qui nuit? Hein? Est-ce que c'est une nuisance d'être trop ou pas assez habillé, etc., etc. Il faut, pour le dire, comme un philosophe que j'aime bien aussi, Marcel Gauchet, un accord fondamental sur les conditions de nos désaccords. Il faut qu'il y ait un accord fondamental, vous voyez, quelque chose qui nous relie, un fond culturel qui fait qu'après on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. On ne demande pas à chacun de penser la même chose, mais un accord fondamental sur les conditions de nos désaccords. Et le fait de postuler que finalement l'État, c'est comme un gendarme qui met en œuvre un code de la route, que chacun peut faire ce qu'il veut sans nuire à son voisin, et en fait, c'est impossible tant qu'on ne définit pas ce qu'est une nuisance et tant qu'on ne définit pas ce qu'est autrui, tant qu'on n'a pas, en d'autres termes, un fond culturel commun, une anthropologie, une vision de l'homme et de la société commune. En plus, c'est postuler que les intérêts des hommes sont antagonistes, que autrui est un obstacle à ma liberté. Hein. J'aurais envie de nuire. Autrui m'empêche de me réaliser, est un obstacle substantiel à mon désir de m'épanouir, mais je suis obligé de me réfréner pour qu'il puisse lui aussi s'épanouir. Vous voyez, c'est une vision potentiellement explosive des relations sociales. En tout cas, c'est présenter les intérêts des hommes comme consubstantiellement antagonistes. Et enfin, bien sûr, c'est considérer qu'il n'existe pas
d'horizon national et collectif à la vie des hommes. Il n'existe pas de récit collectif. L'homme n'est là que pour... L'État, pardon, n'est là que pour satisfaire les droits individuels de chacun qui sont infinis. Il n'y a pas d'horizon collectif, il n'y a pas de récit collectif, c'est le renoncement à toute finalité collective. Nous ne sommes pas là pour vivre une grande aventure, nous sommes là uniquement pour que chacun puisse vivre sa propre petite aventure dans son coin. Voyez ? Donc ça, c'est la première chose, c'était l'État gendarme. Et je termine avec les deux autres. Ensuite, quand on a quitté l'État gendarme, on s'est dit, donc l'État gendarme, c'est la première partie du XIXe siècle. Ensuite, on a instauré ce qu'on appelle l'État instituteur, ou la prise en main des consciences, c'est-à-dire, je vous en ai parlé, c'est quand Jules Ferry, en 1882, a instauré l'enseignement primaire gratuit, laïque, obligatoire. Il faut, à dire vrai, vous savez, ça c'est la grande légende républicaine, c'est la République qui a instauré l'enseignement gratuit, laïque, obligatoire avec Jules Ferry en 1882. En fait, le principe de gratuité, il existait déjà dans un grand nombre de cas, c'est le cas de toutes les écoles tenues par les frères des écoles chrétiennes. Et le principe de l'obligation scolaire, il avait été posé déjà, certes sans succès, sans grand succès, mais il avait été posé sous Louis XIV. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la laïcité. C'est l'enseignement, en tout cas, c'est l'enseignement neutre sur le plan religieux, c'est-à-dire qu'on éradique la religion de l'enseignement public et conjugué au caractère laïque gratuit et obligatoire, en fait, vous êtes obligé d'aller à l'école, mais seule l'école laïque est gratuite. Donc finalement, vous conduisez, vous forcez ceux qui n'ont pas les moyens d'échapper à l'école publique d'être déchristianisés. Et c'est comme ça qu'en France s'est faite la déchristianisation. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire qu'à partir des années 1880, l'État a considéré que son devoir était de prendre en charge l'enseignement, de prendre en charge les consciences, et il le faisait justement dans cette optique de républicaniser la société, de la déchristianiser, en disant que finalement nous allons, selon la formule de Gambetta, arracher l'âme de la jeunesse chrétienne aux congrégations religieuses. Et c'est à partir de ce moment-là, très intéressant, que le budget de l'État a décuplé, puisque finalement la plupart des congrégations religieuses et des écoles catholiques employaient des religieux qui n'étaient pas payés, qui étaient des moines ou des frères qui avaient fait des vœux de pauvreté, et donc qui n'étaient pas payés. À partir du moment où il a fallu, c'est pour ça que ça s'est fait en plusieurs temps, parce que l'État n'avait pas les moyens, laïciser le personnel enseignant, c'est la loi Goblet du 30 octobre 1886, donc il y a 4 ans après la neutralité, ça s'est fait petit à petit. Et bien, à partir de ce moment-là, il est vrai, le budget de l'État a vraiment gonflé. Pas en même temps, mais un petit peu après, il y a eu la laïcisation des hôpitaux. Alors là, c'était tellement une mission impossible pour l'État qu'avec les congrégations féminines, l'État y allait très progressivement et essayant de former un personnel médical pour prendre la place petit à petit des religieuses qui partaient, si bien que finalement les deux plus gros postes de dépenses, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le domaine médical, la sécurité sociale, en fait c'est l'État derrière, et puis le domaine de l'éducation. Vous savez que c'est le premier budget, après ou avant, ça dépend, les intérêts de la dette, ça dépend du niveau des taux d'intérêt, mais en tout cas, le budget de l'éducation nationale, parce qu'elle s'appelle comme ça aujourd'hui, eh bien, est le premier poste de dépense de l'État. Vous voyez, la prise en main des corps et des âmes, l'État instituteur qui prend en main les consciences, mais on aurait pu parler aussi des corps, c'est le grand tournant du XIXe siècle et c'est sans doute la racine d'une certaine forme d'injustice. Je vous cite à ce sujet Jean-Paul II dans Familiaris Consortio en 1981, il disait « Tous ceux, vous l'avez là, tous ceux qui dans la société sont à la tête des écoles ne doivent jamais oublier que les parents ont été institués par Dieu,
lui-même premiers et principaux éducateurs de leurs enfants et que c'est là un droit absolument inaliénable. Alors, si on voulait vraiment rentrer dans le vif du sujet, peut-être que vous voudrez le faire dans les questions, mais il faudrait faire une distinction entre instruire et éduquer. Vous savez que c'est en 1932 qu'on passe du ministère de l'instruction publique, on instruit, au ministère de l'éducation nationale, ce qui n'est pas du tout pareil. Quand il s'agit d'instruire, bien sûr, les parents doivent avoir le choix du modèle d'instruction, du choix de l'école, mais dans leur domaine de compétences, les professeurs sont plus légitimes que les parents. Vous n'allez pas, moi je ne connais rien en maths, le jour où j'ai un enfant qui est scolarisé dans une école, je vais pas aller voir le prof de maths pour lui dire qu'il enseigne mal, ou alors si je ne suis pas content, je mets ma fille alors, donc mon fils ailleurs. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'on doit avoir le choix dans l'instruction, mais que dans le domaine de compétences, celui qui est légitime, c'est celui qui est maître du savoir, donc c'est le professeur. Mais quand il s'agit d'éduquer, cette fois-ci pas d'instruire, pas de transmettre un savoir-faire, mais un savoir-être, quand il s'agit d'éduquer, cette fois-ci, les professeurs doivent agir par délégation des parents. Les parents qui, non seulement doivent avoir le choix, comme pour l'instruction, du lieu d'enseignement, mais aussi du contenu. C'est-à-dire que c'est les parents qui sont les premiers éducateurs, et quand l'école éduque, c'est possible, ce n'est pas sa première mission, mais en soi c'est possible, mais dans ce cas-là, elle doit le faire par une forme de délégation. Implicite, explicite, mais en général c'est dans le contrat de voilà, nous on est une école catholique et donc on enseigne et puis on éduque forcément, parce que vous ne pouvez pas totalement séparer les deux, mais dans ces tâches d'éducation, eh bien, vous devez respecter, c'est les parents qui sont les premiers éducateurs, et donc quand vous êtes enseignant, s'il vous arrive de ne plus cette fois transmettre des savoirs mais d'éduquer, eh bien vous devez le faire en respectant les parents et les principes des parents qui sont les premiers éducateurs. Et donc maintenant je conclus avec donc, la troisième phase qui est l'État-providence. Alors cette fois-ci on est au XXe siècle, l'État-providence, alors on dit que c'est Léon XIII qui a inventé la notion d'État-providence, mais c'est une mauvaise traduction, une mauvaise compréhension de l'encyclique Rerum Novarum. En fait c'est un libéral du Second Empire qui s'appelle Émile Olivier, qui est à l'origine de cette notion, mais à la rigueur, peu importe. Je vous ai mis l'État-providence ou la déresponsabilisation des hommes. En fait, ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, vous avez une tendance qui apparaît, lorsque l'État s'empare de toutes les questions, notamment de toute la sphère économique et sociale, en prétendant pourvoir aux besoins quotidiens des hommes. L'État est providence, c'est ça que ça veut dire. C'est l'époque où on remplace la notion de droit de, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de faire ceci ou ça, par la notion de droit à, j'ai le droit au travail. Donc si j'ai le droit au travail, comme le dit la Constitution de 1946, enfin le préambule, c'est que la nation a l'obligation de m'en fournir. Vous voyez, si j'ai le droit au logement, un droit opposable, vous pouvez faire condamner l'État si il ne vous donne pas un logement. C'est le fameux, la loi de Dallou, le droit au logement opposable. Eh bien, à ce moment-là, l'État doit vous fournir un logement. Vous voyez, c'est la notion de droit opposable, et je crois qu'elle est très malsaine parce qu'elle est très déresponsabilisante. Et dans cette vision, en fait, l'État ne doit pas se contenter de fixer un cadre au sein duquel chacun est libre d'évoluer. L'État, c'est pas celui qui fixe les règles du jeu. C'est celui qui joue lui-même, vous voyez. D'habitude, on dit l'État, c'est un arbitre, il fixe les règles du jeu, il dit, bon voilà, il y a un salaire minimum, il y a des règles, on n'a pas le droit de travailler le dimanche, enfin, il ne le dit plus malheureusement. Vous voyez, il y a un certain nombre de règles, et après, c'est les acteurs économiques qui jouent. Bon, et bien là, l'État est lui-même un acteur du monde économique. Et les conséquences, vous le voyez, c'est la bureaucratie, la déresponsabilisation, l'inefficacité, le gaspillage et une certaine forme aussi d'inhumanité et une fragilisation de la société, ça c'est très important, qui touche par exemple le consentement à l'impôt.
hein. Ça, c'est très important. C'est le drame de tout ce qu'on appelle la contribution impersonnelle. Vous voyez, vous êtes prélevé, votre prélèvement va alimenter les caisses de la Sécu, mais vous ne savez pas ce qu'il en est fait. Vous vous doutez que, vu les masses énormes, il y a du gaspillage, mais finalement, vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir de contrôle. C'est valable pour tout, vous voyez. C'est pour ça que on le sait bien, nous, dans le milieu associatif, quand on va voir des donateurs, on leur dit pas financer notre association, on leur dit si vous nous donnez tant, eh ben, vous financerez tel projet, tel projet, tel projet. Avec l'État, ça n'existe pas. C'est même interdit par la Constitution, c'est le principe de l'affectation de l'impôt. Et donc, alors on comprend pourquoi c'est interdit. Parce que sinon, après, on dirait, bah, moi je veux financer tout, mais pas ça. Vous savez, au moment de la loi Veil, vous avez des gens qui disaient, bah, j'enlève 5% de mes impôts pour ne pas financer l'avortement. Bon, c'est vrai que l'État ne rigole pas du tout avec ça. Hein. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que le consentement à l'impôt vient du fait que vous savez à quoi va servir votre impôt. Et normalement, il faudrait, en vertu d'un principe que j'aurais dû vous évoquer avant, mais dont je vais parler maintenant, le principe de subsidiarité, il faudrait que quand on contribue, quand on nous demande quelque chose, une contribution financière, eh bien, on envoie le retour de manière assez directe. Et pour cela, rien de mieux qu'un circuit court, que la contrainte étatique s'applique au plus près des décisions, et que finalement, quand vous payez, eh bien, vous envoyez à peu près tout de suite les avantages ou les inconvénients. Vous voyez, ça, c'est un système qui est plus sain et qui est le contraire de la bureaucratie. Hein. Imaginez, alors on ne va pas refaire, surtout à cette heure-ci, tous les moyens de réformer la sécurité sociale, mais imaginez que vous ayez une manière de gérer qui finalement soit territoriale ou alors par branche d'activité, et que finalement ça vous incite à être économe, et que si telle ou telle caisse, ça existe d'ailleurs dans certains domaines, eh bien, est bénéficiaire, eh bien, elle peut reverser à tel ou tel citoyen le surplus. Hein, par exemple, dans des petits États, à Singapour, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire que vous contribuez, et puis on vous dit, c'est simple, de toute manière on vous soignera hein, si vous avez un cancer, voilà, c'est le principe de la sécurité sociale. Mais si par exemple vous avez des dépenses pendant un certain nombre d'années, vous n'avez pas dépassé un certain plafond, eh bien on vous rend la différence. Voilà, ben, c'est un principe on vous fait, je sais pas, vous avez un plafond qui est, je dis n'importe quoi, à 3 000, et puis vous avez eu des dépenses pour 2 000 €, et bien il y a 500 qui restent dans le panier pour financer la collectivité, c'est le principe de solidarité, mais il y a 500 ou 200 qui vous est rendu, vous voyez, pour vous dire, bah, en fait, ça vous évite de gaspiller. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut faire ça partout, mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient à échelle beaucoup plus restreinte et qui incitent au sein d'entités professionnelles ou locales à finalement ne pas être déresponsabilisées. Voilà, c'est ça l'idée. Mais on le voit partout. Prenez une maison, hein, ou prenez par exemple des locaux. Si vous la rendez privée, hein, une maison privée, elle ne sera pas entretenue de la même manière qu'une maison publique. Pourquoi? Parce qu'un bien public, il appartient à tous, donc finalement, il appartient à tous, donc à personne. Hein. Donc c'est pour ça que dans tous les pays soviétiques, les bâtiments publics tombaient en ruine. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se dire qu'il faut que le système soit compatible avec l'intérêt. Le problème du communisme, c'est qu'il repose sur la vertu maximale des citoyens. Hein. Pour entretenir un lieu public, il faut que vous soyez dévoué au bien public. Mais pour entretenir un bien privé, il faut juste que vous ayez le sens de votre propre intérêt. Et vous ne pouvez pas présumer que tous les citoyens auront une vertu publique comme vous pouvez peut-être l'avoir vous-même. Hein. C'est une forme d'utopie. Et alors, ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas intervenir. Là, je vous ai mis
une citation très intéressante de Jean-Paul II, dans Centesimus Annus. Il avait beaucoup réfléchi à ce genre de questions et il disait l'État a le droit d'intervenir lorsque des situations particulières de monopole pourraient freiner ou empêcher le développement. Mais à part ses rôles d'harmonisation et d'orientation du développement, il peut remplir des fonctions de suppléance dans des situations exceptionnelles lorsque des groupes sociaux ou des ensembles d'entreprises trop faibles ou en cours de constitution ne sont pas à la hauteur de ces tâches. Donc vous voyez, des suppléances, par exemple, pour empêcher les situations monopolistiques, on aimerait bien plus d'intervention étatique pour lutter contre le monopole des GAFAM, par exemple. Ou alors lorsqu'une activité n'est pas rentable par nature. Vous avez un moyen de desservir deux villes qui sont ne sont tellement, deux villages qui sont tellement peu peuplés qu'aucune activité rentable ne pourra le faire, et bien dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle une délégation de service public. Vous demandez, soit vous le faites vous-même, soit vous demandez à une entreprise privée de le faire, mais vous donnez une subvention parce que ce n'est pas rentable et le secteur privé ne pourra pas le faire. Bon, vous voyez, c'est des situations. Mais ce que dit Jean-Paul II, et c'est ce que je vous ai marqué là, c'est que finalement, ce qu'il appelle l'état du bien-être, que nous appelons État-providence, est finalement un principe qui conduit à ce qu'il appelle l'état de l'assistance. L'état de l'assistance est ce que j'appelle moi l'état de la déresponsabilisation. Les dysfonctionnements, dit-il, et les défauts des soutiens publics proviennent d'une conception inappropriée des devoirs spécifiques de l'État, et il rappelle ce que je viens d'évoquer, que j'ai mis en gras ici, le principe de subsidiarité. Alors, il a souvent été très mal compris, et je terminerai là-dessus. Ce principe de subsidiarité, il a été très très mal compris parce que on croit que on le comprend souvent à l'inverse, notamment au niveau européen, c'est-à-dire que les États sont compétents pour faire ce que ne peut pas faire l'Union européenne. Oui, mais en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est que tout ce qui doit être fait au niveau n ne doit pas être fait au niveau n plus 1. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire au plus proche des citoyens pour un État doit être fait au plus proche des citoyens. Et vous ne pouvez pas, sous peine de déresponsabiliser les gens, partir du principe que tel ou tel domaine serait beaucoup plus efficace s'il était fait directement d'en haut, alors qu'il pourrait être fait d'en bas. Vous voyez, c'est souvent la notion d'efficacité qui conduit à renier le principe de subsidiarité. Ça, c'est très vrai dans les régimes totalitaires, parce qu'un État totalitaire, c'est efficace. La Chine, elle peut construire un hôpital pendant le Covid en quelques jours, mais en fait, c'est efficace, mais est-ce que c'est responsabilisant? Voilà. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça rend l'homme meilleur? Est-ce que c'est conforme aussi à un autre principe, le principe de participation, que l'homme participe par son effort à la propre réussite collective, etc., etc. Et donc, le développement de cet État-providence, et j'en termine par là, amène l'État à être partout, à s'emparer de tous les domaines. On le voit, dès le numérique apparaît, il faut le réguler. Ça, c'était les années 2000. Les enjeux écologiques apparaissent de manière beaucoup plus urgente. Il faut les réguler. Et toujours, c'est l'État qui régule, et l'État qui régule par des contraintes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fixer un cadre, mais entre fixer un cadre et être un acteur, c'est tout différent. Et le gros problème, et c'est ce que nous verrons dans la dernière séance, c'est qu'aujourd'hui, la puissance de la technique est devenue un auxiliaire formidable pour l'accroissement du rôle de l'État. Avec la technique, vous pouvez
vous pouvez géolocaliser les gens, vous pouvez, c'est tout le système de contrôle social des populations, faire en sorte que, sous de bons prétextes, eh bien, les citoyens qui trient mal leurs déchets ou qui ne scolarisent pas les enfants dans les bonnes écoles, ou etc., ou sont des mauvais citoyens pour telle ou telle raison, eh bien, vous pouvez les contrôler. La technique apporte un renfort de poids à l'accroissement du rôle de l'État. Et donc je crois que le fait de remettre l'État dans son périmètre, eh bien, je pense que ce sera la tâche des générations qui viennent et des générations à venir, dans le respect d'à la fois des limites internes et externes, et en même temps de tout ce qui fonde la vie des hommes en société. Merci beaucoup. Alors j'ai été très bavard, mais peut-être avez-vous des questions. Je devais finir à 21h30 et j'ai fini à 21h45. Mais si vous avez des questions, je suis tout à fait prêt à en prendre. Et ensuite, pour ceux qui sont ici, eh bien, nous aurons un verre de l'amitié parce qu'on ne parle jamais aussi bien que lorsqu'on est autour d'un verre. Voilà, en tout cas, c'est mon cas. Non ? Eh bien, ça veut dire que j'étais peut-être un petit peu trop bavard. Si, oui. Alors, s'il y a un micro ici, comme ça, tout le monde pourra entendre. Donc voilà, je reviens au tout début de la conférence pour vous poser cette question autour de ce concept, enfin de cette chose que vous avez posée, qui était que l'État a tendance à s'introduire partout, un petit peu d'une façon naturelle. Je voulais vous demander, en fait, ça m'a renvoyé à la citation de Bernanos dans La France contre les robots, qui dit que la nation c'est le pseudonyme de l'État, et avec cet exemple de la Première Guerre mondiale qui dit que c'est un petit peu la cause et la raison de la cause défendre la nation, et enfin plutôt le moyen qui est les citoyens, donc les Français. Je voulais vous demander comment vous pouvez expliquer cette propension qu'a l'État à vouloir être, non pas forcément totale, mais je pense dans les sociétés occidentales, ça s'est globalement constaté dans l'histoire, par quelques cas de décentralisation professionnelle. Voilà, comment vous pouvez expliquer ça? Alors, je le répète peut-être pour ceux qui nous écoutent à distance, je ne sais pas s'ils ont entendu, je répète la question. Comment l'État justifie-t-il sa prétention à vouloir être absolu? Comment l'État-nation, en fait, l'État-nation moderne, devient-il absolu? Déjà, ce qui est compliqué, c'est que l'État a quand même comme rôle de garantir la nation dans son être. C'est-à-dire que, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps, mais dans les missions de l'État, je vous ai parlé du fait de la nécessité d'avoir un fonds culturel commun. Je l'ai dit aussi en vous disant qu'il faut un accord fondamental sur les conditions de nos désaccords. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui nous relie et qui s'appelle le bien commun. Eh bien, le rôle de l'État, c'est quand même la sauvegarde et la conservation du bien commun. Empêcher que le monde ne se défasse, pour le dire autrement. Et c'est vrai que l'État, quand il essaye de faire en sorte que la nation ne se délite pas, eh bien, il est pleinement dans son rôle. Et le moment, le tournant que vous évoquez, qui est le tournant de la Première Guerre mondiale, de l'entrée des nations dans le XXe siècle, avec le chaos des nations et des nationalismes, eh bien, à ce moment-là, l'État exerçait un fort contrôle social parce que les circonstances aussi l'obligeaient. C'est-à-dire que quand vous avez une menace à vos portes, en l'occurrence l'Allemagne, eh bien, vous êtes obligé de resserrer cet esprit national, ce qui effectivement a des conséquences en termes de liberté, c'est-à-dire que avant et pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant, mais vous n'avez plus la liberté de tout dire. Vous êtes comme, vous avez un poids de l'État sur la société qui est le poids des États en guerre. Et
quand l'État est en guerre, et en fait, si on prend un peu de recul, on peut dire que entre 1870 et 1918, en fait, on est constamment en guerre. Parce que la première, en 1871, la première volonté du corps politique et social, c'est de retrouver l'Alsace et la Moselle. Donc en fait, c'est une forme de volonté qui conduit finalement le corps social à se resserrer et effectivement l'État exerce un contrôle beaucoup plus fort. C'est le propre, à mon avis, des sociétés qui sont sous tension. Le problème chez nous, c'est que cette tension, une fois que la première guerre puis la deuxième était passée, eh bien, elle n'a jamais été relâchée. Alors que les menaces, en tout cas, il y avait des menaces, mais elles n'étaient pas les mêmes. Et l'État, en fait, se sert de ces menaces qui sont réelles, encore une fois. C'est normal que vous ne tolérez pas des propos, je ne sais pas, de désarmement, en faveur du désarmement en 1913 ou en 1939. C'est complètement irresponsable de permettre finalement que des gens s'expriment en faveur du désarmement à la veille d'un conflit gravissime. Donc vous voyez, les responsables politiques à ce niveau-là ont, et ça peut tout à fait se comprendre, restreint la liberté, ont accru le pouvoir de l'État. Le problème, c'est qu'une fois la pression relâchée, il en reste toujours quelque chose. Et en fait, chaque conflit, on peut le voir, alors là on a pris l'exemple des guerres, mais on peut dire pareil à propos d'autres formes de menaces que sont les menaces sanitaires. On a vu ça avec les vaccins, que notre président avait comparé à la guerre, mais bon, c'était complètement ridicule. Mais à chaque fois qu'il y a une menace, eh bien, il y a des obstacles à la liberté, mais ces obstacles, normalement, doivent être temporaires. En pratique, ils restent. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. D'autres questions, remarques, objections? Eh bien, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine conférence des Mardi Ictus, le 6e Mardi Ictus, qui sera donc le 5 mars prochain, mardi 5 mars, et ce sera Guillaume de Prémar qui traitera de la question de la justice sociale et de la charité. Est-ce qu'il faut opposer les deux? Vous savez, on dit toujours la justice sociale, pas la charité. Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que c'est en contradiction? Voilà toutes les questions que nous évoquerons. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous pouvez encore vous abonner au Mardi Ictus parce que donc,